Tangente, le podcast de Hajar Bailly. Sofiane Baroudi est journaliste, il est poète. C'est aussi un militant engagé qui a cette faculté remarquable à identifier et relier des combats révolutionnaires dans toute l'histoire du monde. On l'écoute ? Bonjour. Assalamu. D'abord, raconte-moi où tu es né, comment tu as grandi. Très bien. Bon, moi je suis né à Alger, vers Hammamet. J'habite vers le quartier de Bollorène, avec Saint-Eugène. C'est mon quartier. Bon, je traîne aussi dans le secteur, Alger Centre, Bollorène, Bab el Oued, c'est ça. C'est mon secteur de prédilection, on va dire. J'ai vécu toute ma vie à Alger. J'ai fait mon éducation aussi à Alger. Je suis très très imprégné par cette ville. D'ailleurs, c'est même, si tu veux, l'objet principal de mes recherches en réalité, même de mes recherches artistiques. C'est-à-dire que, y compris dans mon recueil de poésie, la ville a une importance prégnante. Je me sens très très attaché à cette ville-là, déjà de par son héritage, l'héritage révolutionnaire. Alger est la Mecque des révolutionnaires, je me sens très 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 impliqué déjà dans le fait de raviver cet héritage-là, qui a été un peu occulté, on va dire par des conditions objectives. Les conditions objectives des années 90 notamment, et la lutte contre l'intégrisme. Donc ça a été aussi, la lutte contre l'intégrisme, un des ferments importants de mon éducation politique aussi. Parce que, comme beaucoup d'Algériens et d'Algériennes, je l'ai vécu dans ma chair. Et on va dire que cette histoire traumatique, qui n'est pas la première parce qu'on vient d'une longue histoire traumatique, a été aussi un moteur. Il s'agissait de l'objectiver, de comprendre. Et pour comprendre et objectiver une histoire de trauma, il faut se doter des instruments nécessaires. Et ces instruments requièrent aussi une série de luttes. Pas seulement les luttes sociales, auxquelles j'ai consacré aussi une partie importante de mon temps, parce que je me sens aussi très très engagé sur les questions sociales. Je suis un militant de gauche. En Europe, on dirait d'ultra-gauche. En Algérie, c'est juste la gauche. Et donc, la question aussi d'objectiver, de comprendre les époques traumatiques que cette ville, que ce pays a vécu aussi, a été un moteur important de mon parcours, que ce soit de mon parcours personnel ou alors de mon parcours artistique et aussi de mon parcours militant. Comment pouvoir comprendre en sortant d'une logique, de la logique si tu veux, de rancune, de la logique de haine et aussi de l'engrenage de l'incompréhension, pour essayer d'ouvrir des perspectives qui partent justement de ces douleurs-là qu'on partage avec beaucoup de peuples à travers le monde. Peuples en Afrique, en Amérique latine, en Asie, mais aussi en Europe, avec les prolétaires de tous les pays, on va dire, et avec les gens de bonne foi. Et ils sont nombreux. Donc c'est à peu près ça pour dire. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'Alger, du cœur d'Alger. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cette ville d'Alger, la mer, tu as Bollorène, tu as face de la mer. C'est ça. Déjà, la métaphore de la mer est très importante dans mon travail. D'ailleurs, le diwan s'appelle Mbahar fi Qazman. Et Mbahar, c'est un jeu de mots pour dire perdu, mais en même temps amérir, en mer, être en mer. Donc, la mer a toujours représenté, si tu veux, déjà le désir de voyage, qui est dans la culture algérienne. Le voyage est très très important parce que ça enseigne l'expérience nécessaire. Et si tu veux, dans notre histoire, le fait que on ait eu à subir des invasions successives, à résister successivement, on a été souvent privé de la terre.
Et c'est la mer qui a servi d'échappatoire, si tu veux, par le voyage. Et là, je pense notamment aux différentes vagues d'immigration qu'il y a eu, notamment à la fin du 19e siècle, après les grands séquestres, etc., après l'élimination, en tout cas le déracinement de la paysannerie algérienne. La mer a représenté un peu un échappatoire pour pouvoir se raccrocher à autre chose, pour pouvoir aspirer à une survie nécessaire. Et c'est la traversée de la mer, justement, qui a fait le lien entre, par exemple, les luttes paysannes du 19e siècle en Algérie et l'essor du mouvement national moderne dans les grandes cités de type européen. Et il fallait traverser la mer, justement, pour s'y rendre. Après, même d'un point de vue métaphorique, la mer, c'est aussi la connaissance, c'est aussi le savoir. C'est aussi, donc, par conséquent, tout ce qui est inconnu, tout ce qui n'est pas encore palpable et qui nécessite de l'expérimentation, de l'effort intellectuel, mais pas seulement. C'est tout ça. C'est un élément central, on va dire, ouais, aussi dans ma vie, parce que ça a permis aussi, si tu veux, la logique urbaine post-années 90 en Algérie était marquée par une grande, si tu veux, je dirais pas fermeture, mais on va dire beaucoup de prudence, qui était normale. En plus du fait que déjà, le climat urbain en soi, c'est un climat qui est chargé, qui est un climat d'abord sécuritaire. Parce que la ville répond à une logique, la ville européenne en tout cas, répond dès le départ à une logique sécuritaire, à une logique militaire qui aspire à contrôler les mouvements, à les optimiser pour augmenter les profits d'un côté, et en même temps à contrôler les populations pour éviter les types d'insurrections. En tout cas, Alger a été construite, et je parle de l'Alger moderne, de l'Alger européen, pas de l'Alger historique, a été construite dans cette perspective-là. Et donc cette atmosphère-là, notamment après les années 90, le climat de l'état d'urgence, etc., faisait que l'espace urbain était un espace qui pouvait être ressenti comme étant un espace hostile. Et la possibilité d'être à proximité de la mer donnait l'illusion de pouvoir avoir accès à des espaces de liberté. Ou en tout cas, donner la possibilité de construire en résistance des espaces d'utopie temporaires, momentanés. C'est le cas par exemple de certaines criques que j'ai fréquentées, notamment dans la région de Bollorène ou de Pointe-Pescade. J'imagine les journées que tu passes, quoi. Avec tes amis, sur les criques. J'ai beaucoup fréquenté les criques. Bon, les criques, si tu veux, ici, ça sert aussi d'espace de liberté. Par exemple, j'ai connu beaucoup de musiciens, il y en a beaucoup, il y en a une pléthore sur les côtes algéroises, notamment vers l'ouest d'Alger, vers Bab el Oued et Bollorène, qui sont déjà des quartiers où il y a, par exemple, conservatoire de musique, etc. Mais il n'y a pas assez d'espace d'expression musicale. Alors, les criques servent d'espace d'expression musicale. Moi, mes premiers, si tu veux, mes premiers amours avec le Chabi, je les ai connus directement sur des criques avec des gens qui jouaient. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai pu vraiment m'approfondir sur cette expression artistique, mais pas seulement, ça va au-delà de l'expression artistique. Quand je parle de Chabi, ce n'est pas juste la musique Chabi, c'est aussi le lien avec la poésie populaire, mais aussi avec toute l'histoire, au moins, on va dire 5 siècles d'histoire, au moins depuis la chute de Grenade en 1492, de cette nouvelle histoire qui a été marquée par déjà la résistance à différentes formes d'invasion. Je citerai par exemple les conquêtes espagnoles, tout ce qui s'est passé au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, l'alliance avec l'Empire ottoman aussi. Tout ça, il est prégnant dans la poésie populaire et aussi dans la musique chabé. Et même dans sa naissance, la musique chabé des années 30, ça a été aussi une forme d'affirmation idéologique, si tu veux, ou symbolique du mouvement national qui était dans une forme de recherche aussi. Le mouvement national avait besoin d'un socle idéologique et historique, à opposer justement au nationalisme européen qui à l'époque était vraiment très exaspéré. C'est l'époque justement du fascisme triomphant. Et donc chacun avait un référent. Pour le fascisme italien, c'était le référent romain. Mussolini était censé être l'héritier de Rome. Pareil pour le nazisme allemand. Les Français, le colonialisme français, lui, cherchait sa référence autour aussi, pareil, de l'Empire romain. Et nous, on avait besoin aussi d'un référent historique, civilisationnel. Et en ça, l'impact de la poésie populaire, plus connue sous le nom de Melhoun, et aussi du fait qu'on est arrivé à l'exprimer
par une nouvelle musique qui s'est appelée ensuite le Sha'bi, qui est aussi un mélange de différentes influences instrumentales. Ça a permis, si tu veux, de donner la profondeur idéologique, je ne dirais pas qu'il manquait, mais que, si tu veux, le viol colonial a essayé de détruire de manière méthodique à travers ce qu'on appelle l'ethnocide, c'est-à-dire le génocide culturel qui visait à déculturer la population et justement à faire croire que cette région-là, en réalité, était une région qui était dénuée d'histoire et qui c'était l'Afrique latine, en gros. Et le Sha'bi, la poésie populaire, a démontré qu'en réalité, ce n'était pas vraiment ça, c'était autre chose, avec, si tu veux, de grandes... avec l'introduction, si tu veux, vraiment une civilisation savante. Parce que quand on parle de Sha'bi, c'est aussi une popularisation de la musique et du patrimoine andalou, qui est clairement une musique savante et une technique savante que même les Européens ont reproduit après par la musique classique. Et avec un héritage maghrébin, on va dire. Exactement, c'est un héritage d'abord maghrébin, nord-africain. Nord-africain, ouais. Moi, ce que m'a permis justement, le fait de fréquenter les criques d'Afrique du Nord, ça m'a permis aussi de prendre conscience de toute la profondeur d'appartenir justement à cet espace-là, à cette sphère civilisationnelle aussi, et c'est important. Parce que, si tu veux, la lutte civilisationnelle était très 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 âpre dans cette partie-là du monde. Ce qu'on appelle maintenant le choc des civilisations communément, la théorie de Samuel Huntington. Et donc moi dans les criques, j'ai appris justement ça, à être en contact avec la culture populaire qui est l'héritière d'une grande culture savante, paradoxalement. Ça je l'ai appris plus tard, mais ça a été vraiment mon premier contact. Ça m'a permis aussi, si tu veux, d'approfondir ma perspective autour de la géographie et de l'économie, parce que je suis quelqu'un aussi qui réfléchit beaucoup. Ouais, j'ai fait de l'économie. Et je fais aussi beaucoup, je fais de l'étude économique, des analyses d'économie politique critique. Bon, je suis aussi très, si tu veux, très imprégné de théorie marxiste. Et bon, pour le marxisme, l'économie politique est la science de la domination et la domination par la science. Donc c'est un socle important. Et justement, la mer, c'est aussi ce qu'on appelle la thalassocratie maintenant. C'est-à-dire le fait de dominer les routes commerciales pour pouvoir justement imposer son modèle de production, son mode de vie, sa civilisation. C'est à peu près. Les corsaires l'ont fait. Comme à un moment, les corsaires l'ont fait par ce qu'on appelle djihad al-Bahr, en essayant de résister déjà à l'époque à la tentative, si tu veux, de ce qu'on appelle la reconquista, la tentative de conquête de tout le bassin méditerranéen par le royaume espagnol de l'Inquisition, par le Saint-Empire romain germanique de Charles Quint, etc. Et actuellement, c'est le cas. On vit en plein dans une conjoncture où il y a une grande bataille internationale pour le contrôle des mers, des détroits et pour maintenir la thalassocratie dominante actuelle, qui est la thalassocratie américaine, d'ailleurs. Mais l'Algérie, c'est aussi un territoire très grand, il y a un désert. Ouais. On a aussi une histoire, on va dire, antique, est-ce que tu te sens... Oui, clairement. Moi, ma recherche, elle est aussi liée à la linguistique. C'est-à-dire que j'écris de la poésie en arabe populaire, déjà pour démontrer que l'arabe populaire vient d'une tradition linguistique antique. C'est-à-dire que l'arabe populaire, comme l'arabe dit classique d'ailleurs, vient de ce qu'on appelle le phénicien ou le punique. Tamazirt, c'est plutôt le libique. Mais Tamazirt s'écrit en tifinagh, qui veut dire le punique. Donc il y a un lien quelque part. Par exemple, ici il y a des... Tifinagh, ça veut dire punique. Oui, ça veut dire punique. Tifinagh, ça veut dire punique. Et les deux sont liés. Par exemple, la sphère libico-punique, depuis même avant ce qu'on appelle les conquêtes arabes, depuis avant l'expansion islamique, il y avait déjà, si tu veux, un bilinguisme en Afrique du Nord. Tu avais le punique qui servait de langue commerciale et tu avais le libique qui servait plutôt de langue entre les populations de la région. Ça, c'est après Carthage, notamment. Et donc, ouais, je m'intéresse beaucoup à l'aspect antique, qu'il s'agit vraiment d'approfondir. D'ailleurs, une fois, j'ai discuté avec un scientifique algérien qui m'a beaucoup impacté et qui m'a parlé de la nécessité d'inventer l'algérologie. Comme, à peu près comme l'égyptologie. Parce que, bon, on a récemment découvert les plus vieilles, par exemple, avec le projet de Sahnouni à Ain el-Hnesh,
C'est les plus vieilles, si tu veux, les plus vieilles traces humaines, de plus de 2 millions d'années. Après, on a aussi les fresques rupestres, qui représentent aussi une civilisation, quoi qu'on en dise, qui dépasse les 10 000 ans. Et les fresques rupestres, c'est aussi une forme d'écriture. C'est-à-dire que même la théorie de l'écriture cunéiforme, le Khatlam Ismaili, qui serait la première écriture, peut aussi être remise en cause justement par les fresques rupestres, qui sont, quoi qu'on en dise, une forme d'écriture et une forme d'expression artistique très aboutie, qui, selon certains, notamment selon Cheikh Anta Diop, c'est à peu près, si tu veux, l'introduction ou le prélude à ce qu'on appelle la grande civilisation égyptienne, qui n'était pas dans le delta du Nil, contrairement à ce qui est communément admis, mais qui était plutôt dans ce qu'on appelle la région soudanaise. Et le Soudan, c'est d'abord le sud de l'Algérie. Le sud de l'Algérie, la Libye, le Niger, le Tchad, le Soudan actuel, tout ça, c'est le Soudan, le Sénégal, tout ça. D'ailleurs, il y a encore des réminiscences actuelles dans plusieurs langues en Afrique de l'Ouest, de la langue qui était parlée par les Égyptiens. Donc, ma recherche linguistique m'a fait aussi, si tu veux, m'approfondir sur ce terrain-là, sur le terrain de l'histoire antique de cette région, mais pas seulement, aussi des liens avec d'autres ensembles, par exemple avec l'ensemble moyen-oriental, qui ne date pas justement de l'expansion islamique, mais qui date de bien avant. L'exemple de Carthage, on a une illustration avec le Levant. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi la civilisation himyarite. Ibn Khaldun parle du fait que beaucoup de grandes tribus berbères nord-africaines soient liées ou les héritiers des Himyarites, qui sont des populations du Yémen, de la Corne de l'Afrique et du Yémen. Et donc, ça m'a permis, si tu veux, de confronter toutes ces lectures et d'essayer d'aboutir vers, j'espère, une forme de théorisation de ce que représente justement, parce que le langage, c'est la forme la plus aboutie de conscience humaine. C'est la forme la plus aboutie aussi, si tu veux, d'expression artistique. Et la langue arabe en soi, elle a une valeur sacrale très importante. Et la valeur sacrale, c'est, si tu veux, la valeur centrale dans l'expression artistique. Selon Walter Benjamin, par exemple, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, un auteur allemand, Walter Benjamin dit qu'une œuvre d'art n'existe pas si elle n'a pas d'aura. Et il entend l'aura comme étant, si tu veux, le potentiel de sacralisation. Et c'est ça une œuvre artistique en réalité. C'est une œuvre artistique n'arrive pas à dégager un aura qui est quasiment, je dirais pas métaphysique, mais plutôt mystique. Et le terme est très approprié dans la région où la mystique est quasiment prégnante. Et ça, on pourra en discuter si tu veux, même différentes formes de mystique, différents syncrétismes, différents courants. Et donc, j'ai l'impression qu'on peut vraiment toucher du doigt quelque chose, si tu veux, de déterminant, y compris au niveau international, pour vraiment une relecture de l'histoire des civilisations par la perspective de la linguistique en Afrique du Nord et par, si tu veux, une vraie analyse de ce qu'a été la civilisation nord-africaine, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que souvent on dit que tout ce qui est à l'ouest de l'Égypte n'est pas civilisé. L'Égypte du Delta. Or, nous, c'est le Maghreb, c'est ce qui est à l'ouest. Même chez les Égyptiens, c'était Tamantet, c'est le couchant. Tu vois? Mais ce n'est pas possible qu'un ensemble qui soit aussi lié, tu as à l'est une civilisation à grand essor, mais à l'ouest, pas grand-chose. Et ça, c'est démontré aussi par le fait que l'expansion islamique s'est produite d'une manière très 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 rapide. Très très rapide, jusque vers la péninsule ibérique, parce que concrètement, il y a des liens avec la péninsule ibérique bien avant. On connaît l'histoire d'Hannibal, par exemple, qui traverse les Pyrénées. Mais ça s'explique avec ces éléphants, exactement, qui viennent du Sahel. Mais ça explique aussi que, si tu veux, il y a des ferments civilisationnels, des ferments d'idées, des ferments symboliques très très puissants dans cette région, qui ne datent pas de 14 siècles, mais de bien avant, qui ont été juste optimisés par l'expansion islamique, qui a su, notamment politiquement, trouver la bonne formule pour pouvoir mobiliser les peuples autour d'une idée centrale. Et c'est ce qui a permis justement une expansion aussi rapide, notamment dans le versant occidental, c'est-à-dire en Afrique du Nord et dans la péninsule ibérique. Et justement, les Algériens ou les Africains du Nord, quand ils ont
adopté l'islam, il me semble avoir lu un jour qu'ils avaient quand même, selon leurs coutumes et leurs croyances, ils ont opté plutôt pour un islam plus progressiste, on va dire, que celui qui se Oui, en réalité... Mais le khalidisme, c'est déjà... Oui, bien sûr. Bien sûr. En réalité, c'est l'islam dans sa naissance, et c'est en plein actualité. Ce qu'on appelle Sadr al-Islam, c'est-à-dire les débuts de l'islam, sont à réexplorer concrètement. Parce que l'expansion en Afrique du Nord, c'est concrètement les Omeyyades. Uqba ibn Nafi' al-Fahri était lui-même très proche des Omeyyades. Il y avait même des gens de la famille Omeyyade. Même les Omeyyades, ensuite, ils ont fui la répression abbasside vers l'Andalousie. Et c'est là qu'ils ont créé le premier royaume Omeyyade. Et la dynastie Omeyyade, justement, tout son règne, et même avant, déjà son règne, elle l'a imposé par les armes. Il y a toute une histoire de discorde. Discorde notamment avec la famille du prophète, qui a été écartée du pouvoir au profit des Omeyyades. Après, il y a beaucoup de versions. En Afrique du Nord, justement, il y a eu des répercussions de ces oppositions politiques. Même le khalidisme, par exemple, il naît de ces discordes-là, de ce qu'on appelle le fitna. Le khalidisme, au départ, c'est le fait de refuser l'arbitrage entre Muawiyah et Ali. C'est ça. En Afrique du Nord, il y a des répercussions de cette forme d'opposition. Au Moyen-Orient aussi, dans la péninsule, notamment à Oman. Avant de reprendre notre conversation, j'ai demandé à Sofiane Baroudi de lire pour nous un poème extrait de son recueil qui s'intitule Mbahar fi qa'a az-zaman. On l'écoute. لسان الشعبي في الجزائر زمان قبل الطاير الشعب ماشي تبع في الضباير هايم يجري على شغالو العقل حاير في السما شباب طاير مع ريح الهوا ساير في جو الطيور الحرة زاير القلب جمار وزافر في المدينة الزعاف كاتر المنكر منتشر في الزين ساطر لين شافت العواير الودن توسخت بخبار النهب الملاير الكتاف عياها الجهد عند صحاب شكاير ولسان ولفو متبكم في كلام والجحود تعاير عدموه نفاوه نحاوه كيما عديان البارح محاوه استعمروه منعوه ونساوه فرغوا جميع ما حمل دفنوا كمالو تحت الرمل حبوا يكملوا القليل اللي كان ليك وليا العهد وسواعد الشخصية وطوابع المخيال والواقع كل واش نكون الدنيا والكون عدموا لاختي قالوا عامية وهي سياختي بجمالها سامية شبحت بالجواهر الشخصية قالوا عامية وما لها قيمة وكل حومة بخاصية جديد كاين ديما في زنق الحياة الشعبية الهضرة من قتالها سليمة حيا بين الدين الصنايعية لطيفة بالفق الميمة فيها وصية على كل بلية بين التحرير الأمة في لسان خاوتي وموالية واقفة بجود بوياني وكرامة جيراني نورت طريقي بعد خسيق عدياني اليوم خاوتي حقروا لوختي قالوا ماشي في صيحة هي جوليعتي جهل مقالهم فضيحة أنا شكالي فهمو باين لكن ما يفقهو خاين وما يصغى الجواب ولي معمي بحساب الملاين في كلامي خلاص التعبي يلي نفيتو لسان شعبي مفروض عليكم تبدلوا ميزان يلي عدمتو صريح المعان لساني ماضي حاضر للقاب عدالي قاضي محامي على حق قوالي سبق الوطن سلاطن والدوالي عرف عمومي بخوالي خلا في جلدي صبغة لون فرحي وهمي عاد سموم شحال من لدغة كسر خلاخلي سقاش جرد فهمي رواها من منابعتها مزغة لوختي مسرح حساسي فيه تلعب بالنصوص كاملة المعان فوق خشبة الزمان العطف ساسي ما كان اللي يمثل شعبي كامل فنان حبطوا سطال الافكار بالعنف السياسي خلاص العرض دات حكايات مآسي وحزان بصح نص ناسي شافي داوي جرح المقاسي عز الدين عبد القادر وياسين ما يمحي الواحهم مرض النسيان لساني فاسي حرد أرض المخيال حلال عجن خبزة الجيال لساني ناسي تاج فوق راسي الذاكرة وعي وحسي لساني راسي فوق المحاين علا لبس حسن حلة عمل مضلة واقية شمسي برنوس مشبح به منظوري مكسي لوختي ركبت السلاكي بالرصاص والكلمة عسلت مرار الحيف ضوات الظلمة بالنجمة حلاوة لساني من تحت عرفاني وهجت بحماضها الجافي اللي نفاني بعد ما الغراب عدمونا غرامنا حيانا في فوامنا ديما كاينة نغمة الحنانة بالعشق موطرة تحت ايقاع بدوي بالرباب والوطار صنعنا الحن هنانا بالآلة والبندير شعلنا في نار ضاوي كشف الباهية حورية لجمالها حفظ بياتنا
قوة الخير بغات الإنسان تساوي، نحينا ثقافهم العدوة بزين شعارنا، ورقصنا في حضرات عراسنا الداوي مع النقين الخلوي. مازالنا نعبروا، مازالنا نغنيو، مازالنا نديرو راينا بالعشق الجديد يهنا القلب الكاوي. عروبي قبايلي هلالي نايلي ترقي ولا شاوي، تنوينا رفاه الفاض بياتنا، زاد في قيمة عادات شعب زاهي، بلوان الديوان الشعبي ببخور الجاوي وبالقناوي. هاد لسان سالم سالك من غبار المعاجم، مصفي نظامو كيما يلزم، قصيدو شعبي حر بصح ملتزم، مادام الواقع المعيشة صايم وبالنظام القايم تخربت القيم، المخيال البديل لابد عليه في الغد يصمم. لساني باقي يروح ويولي غدي شواقي، يوكل جوع الشاقي بطبخ بنين دوق راقي، بعد ما شل الحلقي بالحيق الساقي، لدت كاس غرامي من الشواق نعت دواقي. لو اختشام خاكي جبالي في العلالي الهوا الصافي نعش ولعت القاري، بين الويدان والغوابي تقطعت حبالي، وتوسعت في الكفاح قول بصاري، علمت باللي غير دراعي راس مالي، كي شفت الجور اللي في الانسان صاري، في بحري سواح الوعد الخير قبالي، قد ما نغطسو نتعمق تنجا افكاري، اذا بحرت شمالي في ناري يسلك حوالي. لوختي واسعه كي السحاري فيها رحال طبيعتها تحلالي، عامره بحكمه حروف البالي، في رجاها عقلي غادي يجيب خباري، من قرطاجي الماسيلي، من موريتاني الماسيسيلي، من بونيقي الأروسي، من نوميدي الزياري، من حمادي الزياني، من غرناطة القصبة كونت ريحة بلادي، ما لا غير نادي جلادي، يقدر ويقادر في صول قصيدي اللي بالقصبة والقلال تصادي. لساني حربي حروف سيفو عربي، جروفي نيقي ليبي، عودو شعبي، جدعو رقة قلبي، وزهرو ما يفناش رحيقو ذهبي. لساني زايد حي يسترزق يكبر ويتكاثر، ينسى الحقد في بطالو يمجد، في حديثو يجدد بلا ما يطرد يبلد، في الافكار ما يخلد ديما ينقد المقيد. لساني منصف في قلاع من عاده يقصف، من كلام البراني يخطف حتى باطل جلادو يتلف، شايف عايف والف ما يسخف ما ينايف، يذوق الفن وما يعلف، يحبي يقرا ويتثقف لحديت الرزين موالف، وعلى خير القول حالف. لو اختي قراتها الزنقه وحب السفر، في السفينه مع المدو الريح، من المرسى للمدينه برغم الضرر، مشاو رافدينا على دورهم باش يقطعوا سناس الفقر، على صياح الارض الحره لو اختي حارسه، سكتوا حسها المعلمين علينا في الكلاسه، قالوا ما تصلح لا للاداب لا للهندسه، ودروا عقول ناميه تحت رجعيه الساسه، باسم قوميه وهميه لحن شعب تدمر، بفتاتو تبتو العرصه وحجزوا الكراسه. لساني راجي القلب الصافي والصاح الساجي، في النقص باجي زكاه بنضالو الشيخ الباجي، لساني مساير الزمان مساع في الموج في البحر كيما دحمان وناس الغيوان. لساني حزاني وحساني في غصن المقنين ردوا عليه اللوم، ما زال قلب المرحوم نابض يا حسني. لساني محبوب كيما معطوب زاهي بالمواقف، تمثالو من صوب مثالو ما زال واقف، هادي من عندي الحقودي لفظي مكودي فهمو غير المرودي، اللي طاب جنانو على كل جهه في رياضي، يركع للعالي وما يسجد للصوردي، يفتك بقوه خناجر المودي. لساني هوزي اليوم في راب زنقاجي بوزي، في شكالو غير بشويه يدوزي، يترجم زعافو بصيغه مطروزه كي يحير يولي البوزه. لساني عاصي يطرح السوق الطواسي، يفهم غبينة المحبوس والمباصي، من الساقية الحمراء البحر المتوسط، من المحيط للتيبستي، من الطاسيلين لطبرق، من الجزائر للرباط، من جندوبات لمسان، من تطوان لوهران، من تونس لفزان. لساني واسع في الزمان والمكان، نختم بأمنية للأحباب والرفاق، نحلم بدنيا هانية تبدل الآفاق، تحتم السلم وتحرم الفراق، تحطم الظلم وتقزم السواق، نرسمو حياة بالسعادة حافلة ونكتبو كتاب الخير والنافلة. Oui, on a parlé politique et comment l'organisation peut être envisagée dans l'Algérie de demain. Et tu disais que en fait, le mouvement, comment tu l'appelles, la révolution intelligente peut avoir eu des répercussions dans le monde, et c'est un peu ce regard qu'il faut avoir. J'ai même écrit un article autour de ça qui s'appelle Les dimensions internationales du mouvement révolutionnaire algérien, qui étaye un peu l'impact international et la conjoncture aussi dans laquelle
dans laquelle a vu le jour le processus révolutionnaire en Algérie, qui n'est pas encore fini d'ailleurs, Oui. mais qui a quand même accompli, on va dire, qui a quand même réussi à gravir des étapes importantes, malgré toutes les vicissitudes. En général, tu sais, les processus révolutionnaires, historiquement, ça finit souvent en guerre civile. Hein. C'est pas le cas ici. Ça veut dire déjà que c'est une prouesse. Non, moi je pense qu'on a déjà échappé à cette possibilité. Déjà. Et en général, quand un régime, un système est déchu, souvent tu as une riposte qui est violente. C'est ce qu'on a vu dans la plupart des processus révolutionnaires durant l'histoire, à commencer par la Russie. Oui. On parle souvent de la révolution d'octobre, mais ce qui a eu vraiment de plus important, c'est toute la contre-révolution blanche, dite blanche, qui a duré au moins 7 ans et qui a fait des millions de morts. On a parlé aussi du cas du Nicaragua. Après la révolution sandiniste de 79, il y a eu toute une contre-révolution menée par des fractions d'extrême droite, alliées avec des pôles internationaux, et qui a aussi fait des millions de morts et qui a remis en cause les acquis de la révolution. Ce qu'on constate en Algérie, c'est qu'il y a un phénomène, si tu veux, où par exemple le conflit civil d'Ato a été tellement bien digéré de par les chocs qu'on a subis historiquement, que sa possibilité reste vraiment, à mon avis, minime. Notamment au vu à la fois de la conscience des masses contre le danger extérieur, mais aussi à la conjoncture objective. Tu vois. Anna, j'avais dit, je crois que c'était en mai 2019, à Mustafa Ben Fodel, mon ami Mustafa Ben Fodel, que m'avait demandé de décrire à peu près la situation. Je lui ai dit que le champ des possibilités est ouvert. Et le champ des possibilités après, il est ouvert sur plein de perspectives différentes. Ça dépendra du facteur subjectif. Et le facteur subjectif, il est notamment dans les velléités d'organisation de la société. Et c'est un défi historique que pas seulement l'Algérie vit en tant que pays, mais je pense que c'est vraiment un défi historique mondial. Comment réorganiser les sociétés humaines de telle façon déjà à être résilient par rapport aux différents dangers, notamment aux dangers sanitaires, mais pas seulement, dangers sociaux, économiques, environnementaux, aux dangers des guerres et des invasions et des conflits, par exemple à la question de l'eau aussi, et à toutes ces questions-là. Moi je pense que le défi qu'on a à mener maintenant, c'est comment se réorganiser de fond en comble, se restructurer, mais aussi d'une manière intelligente. C'est ce qui est aussi en train de se faire. Nous, on s'est battu pour une assemblée constituante souveraine, qui représenterait toutes les fractions et tous les pans, toutes les causes de la société algérienne. C'est-à-dire à parts égales. Par exemple, il y a 50% de femmes, il faut qu'il y ait 50% de femmes représentées à l'assemblée constituante. Il y a 70% de moins de 40 ans, il faut qu'il y ait 70% de moins de 40 ans. Il y a 10 millions de travailleurs, il faut que la proportion soit garantie et qu'il y ait autant de travailleurs dans l'Assemblée constituante. Il y a des travailleurs précaires aussi par million. Moi, j'en fais partie d'ailleurs. Et il faut que cette tendance aussi soit représentée dans l'Assemblée constituante. On s'est battu autour de ça. Et il faut que l'Assemblée constituante aussi puisse avoir des ramifications locales. C'est-à-dire il ne faut pas juste que ce soit une structure centrale qui s'occupe d'écrire des lois. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste d'écrire des lois. C'est de définir la nature des institutions et aussi de réglementer les rapports sociaux. Les rapports sociaux de production, mais aussi les rapports sociaux de vie commune. Et bon, en Algérie, on a un peu, si tu veux, dans certaines sphères, notamment les sphères d'élite, un certain blocage par rapport à ça. Un certain blocage même si on arrive à vivre ensemble. Et franchement, on est un modèle de vivre ensemble et d'intégration. Si on analyse les choses de manière précise, on peut s'ériger en modèle. L'un des exemples, c'est ce qui s'est passé, la canonisation à Oran, la canonisation de 20 prêtres chrétiens, qui est une première en terre d'islam, entre guillemets, et qui démontre vraiment qu'il y a un modèle algérien de vivre ensemble. Il s'agit d'en prendre conscience, et il s'agit d'agir en conséquence aussi, si tu veux, dans tous les milieux, aussi dans son microcosme social. Chose qu'on n'arrive pas encore à vraiment, si tu veux, à accomplir d'une manière finalisée. Je te dis ça parce que, par exemple, qu'est-ce qu'on nous a opposé à la revendication, à la proposition d'Assemblée constituante? On nous a opposé qu'on ne pouvait pas discuter avec certaines fractions
qu'on ne pouvait pas discuter avec certaines tendances. Les conservateurs disent qu'on ne peut pas discuter avec les progressistes. Et les progressistes disent qu'on ne peut pas discuter avec les conservateurs. Et il y a aussi certains blocages sur certaines notions, tu vois, dans mon constitutionnel, qui sont indébattables. Alors que tout se discute et la société a montré une vigueur à l'acceptation d'autrui. Il s'agit d'en prendre conscience une fois pour toutes, tu vois, et d'avancer. D'avancer à travers ces acquis-là, parce qu'il y a des acquis, il ne faut pas les remettre en cause. D'ailleurs là, je vais aussi attirer l'attention sur, si tu veux, une idée qui à mon avis est très très destructrice et qui est relayée à profusion. C'est le fait de dire que dans un pays comme l'Algérie, depuis l'indépendance, rien ne s'est fait. Tu vois. Ça, c'est une négation de nous-mêmes. Anaya, en tant que produit de la post-indépendance, je me sens nié par ce propos-là. Tu vois. Ça veut dire que, bon, on n'existe pas. Faux, Quoi. en plus, oui, C'est le corollaire de certains postulats, tu vois, auxquels je m'oppose, prétendument scientifiques. Par exemple, de Silhouari Haddi, qui disait à un moment qu'en Algérie, il n'y a ni société ni État. Je ne sais pas ce qu'il y a en Algérie ici. Il y a du sable. Tu vois. Donc moi, je pense que vraiment le défi historique actuel, et c'est le cas dans toutes les sphères de la vie, c'est comment arriver à des modalités d'organisation novatrices qui prennent en considération notre héritage historique, proche mais aussi lointain, et qui s'inscrivent dans une modernité réinventée, tu vois, pas dans la modernité importée. Parce que la modernité, on nous l'a imposée par le fer et le sang, tu vois. Et on a réussi quand même à inventer, si tu veux, notre propre modernité, qui va au-delà de la modernité altérée, tu vois. D'ailleurs, il y a des gens qui en parlent d'une manière formidable. Je pense notamment à L.H. Mesheref, des gens, on peut vraiment s'inspirer de leur travail sur ça, tu vois. Comment vraiment réinventer une modernité qui serait au diapason et en lien avec l'héritage historique, j'insiste encore une fois, révolutionnaire, nord-africain et algérien en particulier. Et moi, je pense que ça peut vraiment constituer un espoir pour le monde. Parce qu'il faut voir la situation. Moi, un pays comme le Liban s'est insurgé en octobre 2019, 6 mois à peu près, après nous. Le Liban est actuellement dans une situation catastrophique, à tous les points de vue. Pas seulement financière, déjà la question financière, on la connaît. C'est un pays qui vit sous perfusion. Donc là, avec la destruction du port de Beyrouth, il y a une situation quasiment de famine. Tu vois, les gens sont sans ressources. Et il faut prendre la mesure de cette situation. Nous, on est dans le Yémen aussi. C'est atroce ce qui se passe. Et il s'agit vraiment d'en prendre conscience et de tout faire pour stopper cette guerre atroce. Et nous, on a un rôle à jouer dans ça. Peut-être que les Algériens arriveront à mettre tout le monde autour d'une table. Tu vois. Et à vraiment apaiser ces tensions fratricides. Tu vois, qui ne servent personne. Et qui sont une honte pour l'humanité. 20 millions d'êtres humains qui sont en situation de malnutrition depuis plus de 5 ans. Un blocus aérien, terrestre, maritime. Je pense que on peut vraiment apporter une once d'espoir à la région, à notre sous-région, et y compris, tu vois, pourquoi pas au monde. Pourquoi pas. Déjà, la révolution algérienne a été une lueur d'espoir pour tous les damnés de la terre, pour reprendre France Fanon. Donc pourquoi pas à la suite. Parce qu'il s'agit encore... D'ailleurs, même dans l'article que je t'ai cité, moi j'inscris, si tu veux, le processus révolutionnaire en Algérie comme étant une continuité de la lutte pour la libération, qui ne s'est pas interrompue. Où il y a des bonds importants, où il y a, si tu veux, des points nodaux, où il y a des points de friction, de tension, des cycles, mais où il n'y a jamais eu d'interruption. Depuis longtemps, depuis Jugurtha, selon certains. Tu vois. Donc je pense que vraiment... il y a la possibilité d'impulser vraiment un mouvement libérateur en prenant conscience de nous-mêmes déjà et de ce qu'on peut représenter. Et en s'écartant du nationalisme chauvin, bien sûr. Sans se mettre des dates Bien sûr, ouais. sans se mettre un planning. Ouais. Et aussi en s'écartant, tu vois, de l'idée haddique, si tu veux, l'exception algérienne, on a une forme de nationalisme chauvin qui est dans l'exclusion. De toute façon, le nationalisme algérien, dès le départ, il est internationaliste. Tu vois. L'étoile nord-africaine, au départ, elle s'inscrit dans une perspective internationaliste. C'est-à-dire que le nationalisme algérien, son objectif, c'est pas seulement de libérer les masses algériennes, c'est aussi d'apporter sa contribution à la libération du continent africain, du continent asiatique exploité, et par là même d'aller vers une nouvelle civilisation
vers un homme nouveau, comme disait Che Guevara. Ouais. Tu vois. Donc ouais, je pense qu'il faut avoir aussi... Ah ben ça donne chaud au cœur quoi d'entendre tout ça. Oui, bah, c'est bien. Ouais. Il faut, c'est nécessaire. Et on vit dans une atmosphère qui est très angoissante. Pour le moins. Elle est même plus, c'est très très anxiogène. Notamment avec l'augmentation des tensions. Tu vois, la semaine dernière, on était au bord d'une guerre nucléaire en Ukraine. Tu vois, c'était possible, quoi. Pendant la guerre froide, on en avait conscience. Tu vois, il y avait des mouvements aussi qui contestaient, qui essayaient de faire pression pour éviter le conflit thermonucléaire. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'occultation. Tu vois. On essaie de, bon, il n'y a pas de problème, le système va se régénérer, il n'y a aucun souci. Parce qu'on vit aussi une crise économique historique sans précédent. Le système capitaliste, tel qu'il s'est configuré, au moins depuis le 19e siècle, est en phase de décomposition. Et ça, c'est clair. Hein. Même les grands chantres du capitalisme l'avouent. Et d'ailleurs, ils font agir toute leur, comment on dit, leur contre... Et ils font agir leur toute leur offensive, armada pour essayer justement de se maintenir. de se maintenir autrement. Peut-être peut-être par le fascisme, c'est-à-dire par la dictature terroriste ouverte. Ce qui est une option. En tout cas, dans le centre, dans les pays du centre, dit impérialiste ou capitaliste, l'option, elle est complètement posée sur la table. Les États-Unis ont été gouvernés pendant 5 ans par un régime fascisant, pour être gentil. Le phénomène trumpiste est une indication, à mon avis, de l'urgence de la situation. Parce que même en Europe, on voit, il y a des régimes en Europe qui sont des régimes ouvertement, on va dire, qui font ouvertement dans le nationalisme d'exclusion. Je pense notamment à la Hongrie ou maintenant à l'Autriche. Il y a des velléités en Espagne, en Italie, en France, en Grande-Bretagne, Brexit. Et c'est possible qu'il y ait vraiment une généralisation d'un modèle pour le moins dur. Pour le moins. Il faut s'y préparer. En tant qu'Algérien et en tant que représentant, si tu veux, en tant qu'avant-garde, on va dire, des peuples africains, on doit être nécessairement dans la prospective par rapport à ça et de préparer ce choc-là. Parce qu'éventuellement, il ne faut pas oublier les leçons de l'histoire. Les années 30, les années 40, tu as des populations qui ont été stigmatisées, génocidées, ça peut se reproduire. L'islamophobie structurelle, en Europe, peut concrètement constituer un vrai foyer pour éventuellement Beit Shar, pour des procédés génocidaires. Tu vois. Parce que les tendances sont encore là. Les tendances fascistes, rétrogrades, elles se maintiennent. Malheureusement. Tu vois. Il faut en prendre conscience, il faut arrêter, parce que je remarque aussi qu'il y a beaucoup de déni dans les milieux d'élite, qui ont cru dur comme fer au modèle de la mondialisation libérale comme étant la fin de l'histoire, tu vois, et comme étant le modèle qui permet l'essor des forces productives, le bien-être de l'humanité, tu vois, le développement de la science, des techniques, de l'art. Or, tu vois, le postmodernisme a démontré sa fiabilité, a démontré, si tu veux, sa finitude même. Le postmodernisme voulait nier les grandes idéologies, les grandes luttes, mais elles sont là encore. Les grandes idéologies, la confrontation, elle est encore là. Les grandes luttes sont encore là. Et on le voit. Parce que les peuples ne se laissent pas faire, même quand ils sont complètement démunis. Et là, je pense notamment aux Yéménites, tu vois, qui même en étant ultra démunis, agressés, affamés, réussissent à ébranler l'ordre établi. Ils ont réussi par des attaques à transpercer par exemple le système de défense saoudien qui est l'un des plus développés au monde, le dôme de fer, et même à toucher les sites de production pétrolière et à faire chuter la bourse, tu vois. Alors que c'est les plus pauvres qui arrivent à toucher les structures des plus riches. Tu vois. Ça s'est passé en septembre, je crois, 2020, avec l'attaque de Bgig, tu vois. Et c'est aussi une indication par rapport, si tu veux, à l'asymétrie entre riches et pauvres. C'est-à-dire que même les pauvres, en étant ultra démunis, ils arrivent à trouver des procédés, des modalités, tu vois, à la fois pour tenir le coup, pour résister, mais aussi pour se mettre à l'offensive, tu vois. Et on peut qu'être optimiste ici. Ouais. Ouais, on n'a pas le droit de ne pas être optimiste quand on voit que les gens sont en train de résister et de lutter alors qu'ils sont 100 fois, 1000 fois dans des situations pires que les nôtres. Ou bien Gaza, ou bien... Yeah, bien Gaza qui a le plus grand camp de concentration à ciel ouvert. Là, depuis
plus de 15 ans. Et ça perdure encore. C'est le cas aussi du reste des Palestiniens. Le peuple sahraoui aussi, qui nous montre, tu vois, le chemin, qui montre que même après 45 ans d'exil dans les camps, même après la politique du fait accompli, même après la complicité des instances internationales, du droit international qui favorise le fait colonial, le peuple sahraoui montre qu'il est encore déterminé à disposer de lui-même les armes à la main. Et il montre le chemin, à mon avis. Déjà, à tous les peuples africains, aussi au peuple palestinien. Après, tu vois, c'est pas une apologie de la guerre. Parce que les Sahraouis font la guerre pour la paix. C'est ça qu'on disait aussi entre 54 et 62. Nous, on prend les armes parce que le régime colonial lui-même est un régime ultra militarisé. Un régime basé sur la domination par le fer et par le sang. Et ben, les Sahraouis ont essayé pendant 30 ans de se conformer aux règles du droit international. Et ils ont respecté à la lettre. Et depuis 91, l'ONU n'a pas encore réussi à organiser un simple référendum d'autodétermination. C'est un déni de droit. Et moi je suis fier d'être algérien quand je vois que l'Algérie soutient encore des causes aussi justes. Parce que c'est important. C'est très important. Ça fait, si tu veux, ça fait l'empreinte d'une nation aussi, d'une grande nation. Eh ben, merci Sofiane. Merci à toi. Et je voulais justement, pour finir, je t'avais dit que je te demanderais si tu peux imaginer une mesure toute simple et qui pourrait, comme ça, changer la vie. Imagine qu'on arrive... Une mesure politique concrète. Peu importe, politique ou même économique, ou tout ce que tu veux, éducative, quelque chose que tu vois qui pourrait se faire, qui pourrait être appliqué. Moi, j'ai une idée par rapport à la réinvention, si tu veux, de ce qu'on appelle la coopération internationale depuis l'Algérie. Moi, je pense à un programme actuel, d'ailleurs, c'est en train de faire monter, qui serait mené depuis l'Algérie et qui serait un programme éducatif et culturel pour les pays voisins du Sahel, tu vois. Qui est le fait pour lutter à la fois contre le phénomène intégriste, tu vois, mais aussi pour doter les populations, si tu veux, d'un droit fondamental, qui est le droit d'aller à l'école et le droit d'avoir accès à la culture. C'est pas évident au Mali ou au Niger, par exemple. Un livre, c'est considéré comme étant un objet de luxe au Burkina Faso. Et l'Algérie a les moyens de mener ce genre de programme. De construire des écoles, ça ne coûte pas énormément et c'est très important. Et ça a un impact politique et social concret. Mais aussi de s'insérer dans des programmes de coopération culturelle. C'est des populations voisines, c'est des populations... C'est la même population historiquement. Oui. Et donc, il n'y a pas de barrière concrètement. Ça peut se faire en arabe et en français. Les deux langues, on peut les utiliser, tu vois, pour le support culturel, parce que c'est des populations qui sont pour la plupart musulmanes aussi. Tu vois. Et il y a un intérêt déjà stratégique ultra important à ça, déjà pour sécuriser notre environnement, mais ça fait partie aussi de notre devoir. Tu vois. Quand tu vois que par exemple le Mali et le Niger sont des pays qui ont un des plus grands fleuves, un des plus grands cours d'eau, mais où les populations n'ont pas accès à l'eau potable, la situation ne peut pas durer. C'est-à-dire qu'il s'agit d'agir concrètement. Et je pense qu'un pays comme l'Algérie peut et doit agir. Bon, on a déjà commencé. Il y a la coopération internationale, il y a l'agence de coopération internationale qui commence à bouger, il y a des programmes qui sont mis en place. Pas assez quand même. Exactement. Ouais. Moi, je pense que l'accent doit être mis notamment sur la coopération culturelle et sur l'aspect éducation, notamment dans ces zones limitrophes. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi, merci beaucoup à toi. Tangente vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Salut. Tangente, le podcast de Ajarbali.